Très bien. Donc nous allons reprendre nos échanges, toujours avec la complicité de Ben. Le second thème retenu s'intitule « Transition énergétique et régulation de l'espace urbain ». Encore une fois, avec deux tables rondes, donc deux focus. La première table ronde va nous apporter un éclairage sur la réglementation et l'espace urbain. Nous allons donc parler de ZFE, son acceptabilité, livraison de marchandises, fret urbain et le fameux dernier kilomètre. Pour en discuter, je présente les différents intervenants. Monsieur Jean-Michel Latte, vice-président en charge des transports en commun, des déplacements et des nouvelles mobilités à Toulouse Métropole. Monsieur Étienne Chauffour, en charge des mobilités et directeur Île-de-France de France Urbaine. Je précise aussi que vous avez eu un mandat d'élu local. Vous avez été maire de Juvisy pendant de nombreuses années et vice-président au département de l'Essonne et à l'autorité régulatrice IDFM de la région parisienne. Et monsieur Bruno Gutierrez, vous êtes Head of Mobility Orchestration and Collaborative Innovation chez Alstom. Côté Ben, comme on va reprendre nos bonnes habitudes, côté animation, qu'est-ce que ça va donner? Merci Pascal. On va reprendre effectivement avec un sondage qui va sûrement faire réagir nos invités. Comme jusqu'à présent, je vais vous proposer de participer dès le début. Nous verrons les résultats après le premier tour de table. Donc ma question pour vous, donc si vous êtes toujours avec moi sur SparkUp, si vous n'êtes pas encore connecté, connectez-vous avec le QR code. La première question elle est très simple. Les ZFE, c'est la réponse à tous nos problèmes, peut-être utile, j'attends de voir les résultats, ou je n'y crois pas, c'est déplacer le problème. Voilà, donc c'est ça la question que je vous pose, et dans une dizaine de minutes, on partagera le résultat avec nos intervenants. Je pense que ça fera réagir. Merci Pascal, c'est à vous. Donc Jean-Michel Latte, donc, vous êtes en charge des mobilités pour la métropole. Donc ZFE, c'est au cœur de l'actualité. On en parle maintenant de plus en plus. Le grand public s'habitue à cette expression. Alors ça s'accélère, c'est devenu maintenant même une figure imposée, donc de par la loi, donc c'est une compétence métropolitaine. Selon vous, quels sont les leviers à actionner pour que la promesse de la ZFE soit au final au rendez-vous? Alors, le principal obstacle que je ressens en tant qu'élu local, c'est l'acceptation sociale de la ZFE. Aujourd'hui, on est sur un mécanisme qui est assez bien huilé dans sa forme, dans ses enjeux, avec la réduction progressive des véhicules en fonction de leur niveau de pollution, avec les vignettes. Pour autant, on ne sent pas vraiment encore une appropriation du dispositif par les citoyens. Et donc il y a un écart considérable entre cette dimension technique européenne, puisque finalement l'origine c'est le risque de condamnation européenne, et même de condamnation certaine. À partir de là, il faut que les citoyens comprennent les enjeux, et je crois qu'aujourd'hui c'est le principal problème. D'accord. Étienne Chauffour, sur cette acceptabilité des ZFE, les leviers pour surmonter les obstacles. C'est même plus un enjeu, c'est fondamental. Si aujourd'hui on interroge un habitant pour lui demander si l'enjeu de santé publique est pour lui une réalité, il va nous répondre bien sûr oui. Si pour améliorer la santé publique en réduisant les émissions, on lui explique que globalement il va devoir changer de véhicule, changer d'habitude, qu'il peut être contraint pour aller dans un cœur de ville pour sa santé, son travail, ses loisirs, etc., mais qui n'aura plus la possibilité de le faire, à ce moment-là, on va être exactement dans ce qu'on appelle l'écologie punitive, mais elle n'aura pas d'intérêt. Pas d'intérêt parce que, globalement, il y aura une résistance, et pas d'intérêt parce que toute évolution que l'on souhaiterait pour la planète, entre guillemets, sera dès le départ condamnée parce qu'on aura loupé la mise en œuvre des zones à faible émission. Donc il faut vraiment qu'au plan social, au plan des territoires concernés, au plan des acteurs économiques, on réussisse les zones à faible émission. C'est pas facile, mais c'est une obligation. Donc une obligation, une figure imposée comme la ZFE par elle-même. Mais alors, pour
atteindre cet objectif, en supposant que l'acceptabilité soit acquise, donc ce qui demande un travail de pédagogie, enfin, donc ce dont vous venez de parler à l'instant. Je me retourne vers vous, monsieur Lattre. Vous, j'imagine que vous inscrivez, donc on considère que l'acceptabilité est acquise, donc maintenant il y a l'objectif, donc il y a le chemin pour atteindre cet objectif. Donc j'imagine que vous appuyez sur une démarche systémique avec différents leviers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour la métropole les différents leviers sur lesquels vous avez l'intention d'agir? Alors, le principal levier, c'est cette chronologie de renouvellement accéléré des véhicules. Une ZFE, c'est quoi? C'est une stratégie qui vise à accélérer le renouvellement des véhicules pour que les véhicules les plus polluants disparaissent plus vite que prévu. L'enjeu pour Toulouse, c'est de passer de 8000 personnes très exposées au gaz dangereux à 1 millier de personnes. Ça serait l'idéal. Pour autant, ce n'est pas la seule mesure qui permet de gérer le problème. On a beaucoup d'autres mesures qui doivent l'accompagner. Par exemple, l'accès aux transports en commun. Les transports en commun, c'est l'alternative. La personne qui ne peut plus venir en centre-ville de Toulouse en voiture, il faut qu'elle puisse y accéder le plus confortablement possible avec des outils adaptés. D'où le plan de développement de ce qu'on appelle les P+R, ces parkings de bout de réseau, et puis la création de ces canaux qui permettent de rentrer dans la ZFE, qui autorisent l'entrée dans la ZFE pour aller sur le terminus, par exemple, d'une station de métro. Donc il y a tout ce process qui est en train d'être développé. L'enjeu, c'est quoi? C'est que les personnes qui sont désormais en impossibilité d'accéder avec leur véhicule, elles puissent avoir une vraie alternative transport en commun. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ZFE, elle s'accompagne de toute une série de mesures, transport en commun, logistique urbaine, qui doit aller dans le même sens. Et puis, on parlait tout à l'heure d'acceptation sociale, il y a tout l'enjeu des aides, des accompagnements financiers pour les personnes qui pourraient se retrouver en grande difficulté en raison de leur niveau économique, en quelque sorte. Oui, donc, je vais me tourner vers M. Bruno Gutiérrez. Alors, ZFE, ça marche, c'est accepté. On réduit la part du véhicule particulier dans les centres-villes, en développant, comme vous l'expliquez, les transports en commun, les mobilités douces, les mobilités actives. Mais alors, si la contrepartie de cet espace libéré, parce que la nature a horreur du vide, c'est pour accueillir plus de colis, de fret urbains, on a tout faux. Donc parce que d'ici 3-4 ans, enfin, on attend une forte augmentation de l'e-commerce. En plus, la crise sanitaire donc, un pouce dans cette direction. Et ça prend pas, quand je dis 4 fois d'augmentation, ça prend pas non plus l'effet Covid. Alors, escadrille de camionnettes dans les villes, donc voilà. Alors comment on fait pour, parce que là on a tout faux, comment on peut traiter cette question? Alors bon, ça marche, oui. J'ai pas une solution miracle, mais effectivement, c'est un lieu commun que de dire que le e-commerce aujourd'hui a vu une explosion ou a porté une explosion des flux de marchandises vers les centres-villes. Juste pour donner quelques chiffres, sur une ville moyenne, 600-700 000 habitants, aujourd'hui on est en train de parler de 10 millions de colis livrés par an. Les projections qui sont faites à 3-4 ans, c'est x4. C'est 40 millions de colis qui seront demain livrés dans les centres-villes. Donc vous l'avez dit vous-même, si on libère l'espace, si on contraint le particulier pour l'utilisation de son véhicule particulier, quand cet espace libéré est utilisé par les logisticiens pour voir déferler dans les centres-villes des escadrilles ou des myriades de véhicules utilitaires, même s'ils sont électriques pour certains, ça pose un problème. Donc aujourd'hui, ce que nous envisageons, alors c'est pas nouveau, mais ce que nous envisageons, c'est utiliser des infrastructures qui sont existantes aujourd'hui, c'est-à-dire les transports publics, pour acheminer une partie de ces flux de marchandises. Alors utiliser les trams, les métros, les bus pour transporter des marchandises, hein, c'est pas nouveau. Ça existe depuis que le transport public existe. Donc qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, eh bien, cette solution fonctionnerait? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, elle est liée à la nature de ces marchandises. On parle de e-commerce, et donc on parle de colis de faible poids et de faible volume. 94% de ces 10 millions de colis acheminés font moins de 5 kilos. Donc ce qui posait problème il y a quelques années, c'est-à-dire la manutention
les ruptures de charge, pour lesquelles les transports publics n'étaient évidemment pas dimensionnés, ne posent plus problème puisque ces colis-là, aujourd'hui, sont conditionnés par les logisticiens dans des sacs de transport facilement manipulables. Donc ça, c'est un premier point. La facilité avec laquelle ces marchandises peuvent être manipulées, chargées à bord, soit de train, de tram ou de métro. Deuxième raison, eh bien, c'est les technologies du digital qui permettent aujourd'hui d'avoir une capacité d'anticipation. L'une des problématiques, à partir du moment où vous voulez mixer passagers et fret, c'est d'éviter la compétition d'espace entre ces deux flux, en gardant bien en tête que la mission première d'un opérateur de transport public, c'est de transporter des passagers, bien évidemment. Et donc, à partir de là, si vous n'avez pas cette capacité, si vous ne donnez pas cette capacité à l'opérateur de pouvoir anticiper sa capacité résiduelle et la capacité qu'il va pouvoir mettre à disposition des logisticiens, eh bien, vous créez un problème entre ces deux flux. Donc, notre vision, et ce que nous avons développé, c'est une plateforme logistique, digitale, qui permet à l'opérateur de pouvoir simuler, anticiper et mettre à disposition de la capacité aux logisticiens. Donc c'est ces deux aspects-là qui nous permettent de penser que eh bien, demain, le transport public peut être un acteur de la logistique urbaine. Donc, c'est-à-dire que vous avez l'outil numérique, digital, vous venez de le présenter. Je veux dire, c'est presque un MaaS du fret urbain, puisqu'on parle beaucoup du MaaS. Donc vous avez une solution pour le fret avec le MaaS du fret urbain. Mais alors, pour convaincre les différents opérateurs de transport collectif en particulier, parce que le fret urbain, c'est quand même aussi un peu un serpent de mer quand même, quelque part. Enfin, on en parle beaucoup, ça aussi c'est dans les discours, mais de mode opératoire, pas toujours au rendez-vous. Je sais que pour le Grand Paris, on veut mettre aussi du fret urbain dans les métros. Bon, finalement, ça c'est dans le débat public. Puis une fois que les tunnels sont construits, après on n'en parle plus. Et donc là, pour les opérateurs de transport, donc, quels sont les leviers pour les convaincre, pour leur acceptabilité, on parlait tout à l'heure de l'acceptabilité sociale pour les citoyens, pour les entreprises, quels sont les leviers pour cette accessibilité d'après vous ? Je pense que c'est un travail collaboratif. Évidemment qu'Alstom ne va pas se muer en logisticien. Ce n'est pas notre métier, c'est clairement pas notre cœur de métier. Je pense qu'un opérateur de transport n'est pas plus un logisticien. Donc pour nous, ce qui est important, c'est autour de cette plateforme, c'est de réunir l'ensemble des acteurs, et c'est ce que nous sommes en train de faire dans plusieurs villes avec lesquelles nous sommes en train de monter des pilotes, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs du secteur, les opérateurs, les villes, les opérateurs, les villes dont le besoin est exprimé clairement, les opérateurs de transport, les logisticiens, les acteurs du dernier kilomètre, de manière à construire ensemble cette solution. Nous, notre plateforme, elle va permettre de communiquer, elle va permettre de mettre à disposition de la capacité et permettre à l'ensemble de ces acteurs-là d'interagir les uns avec les autres. On est dans une logique, vous l'avez dit, alors MaaS, je ne sais pas, parce que quand on a entendu tout à l'heure les difficultés qu'il y avait à mettre en place le MaaS, je ne sais pas si c'est la bonne comparaison, avec une grosse différence par rapport au MaaS transport passager, c'est que le business model, il existe. C'est que la question de la monétisation ne se pose pas sur le transport des marchandises, puisque, il faut le savoir, 40% aujourd'hui du coût total du transport passe dans le dernier kilomètre. Donc ce sont ces 40%-là qu'on va aller chercher. Et ce sont ces 40%-là dont pourraient bénéficier les villes pour mener à bien des politiques de transport. Donc ce sont des revenus additionnels qu'on peut aller chercher. Donc ce que je disais, c'est que voilà, c'est un travail collaboratif. Nous, on met à disposition une plateforme qui existe, qu'on est en train de co-développer. Et ensemble, avec l'ensemble des acteurs de la filière, eh bien, on construit ou on souhaite construire une solution. On est dans un projet d'innovation, ça prendra du temps. Il faudra convaincre. Bien sûr que le métier premier des opérateurs de transport, ce n'est pas la logistique. Bien sûr qu'il y a encore des questions, mais je crois fortement à cette solution-là, à cette vision-là,
Et puis la nature ayant horreur du vide, je pense que si les villes, les opérateurs de transport ne prennent pas le contrôle de ces flux-là, d'autres vont le faire. On a déjà vu dans d'autres villes une cannibalisation qui est en train de se passer, une cannibalisation des transports publics. Donc des startups qui proposent à des particuliers de prendre en charge des colis et d'utiliser les transports publics pour les livrer d'un point A à un point B. Ça s'intensifiera, on l'a vu avec d'autres, il y aura un risque d'ubérisation des transports publics, sachant que le besoin, il est là, il existe. Donc il faudra bien trouver des solutions. Merci. Étienne Chauffour, sur ce fret urbain, le dernier kilomètre, votre éclairage? C'est un enjeu, c'est vraiment un enjeu fondamental, parce que si on met en œuvre des zones à faible émission et que l'on oublie qu'au tout début de la crise, en mars 2020, lorsqu'on ne savait même pas si on risquait d'être malade, que heureusement qu'il y a eu des transporteurs qui ont continué à livrer nos commerces, la chaîne alimentaire, le e-commerce, etc., c'était admirable et ce n'était pas évident. Il faut qu'on rende cela possible. Mais par ailleurs, je reviens sur 3 éléments. La nature a horreur du vide. Si on n'a pas d'alternative à l'autosolisme, outre que on va simplement dire on réglemente, mais on ne vous donne pas de solution, on va se retrouver dans quelques années avec une flotte automobile peut-être plus propre, mais si elle a doublé en nombre, ça veut dire que la question de la congestion qui a été posée tout à l'heure ne va pas être résolue. Donc il faut que sur cet élément-là, on soit actif. Le deuxième élément, ça a été évoqué, le contrôle. Aujourd'hui, les ZCR, les zones à circulation réglementée, existent depuis plusieurs années. Ça n'empêche pas la France d'être condamnée par la Cour de justice européenne. Ça veut dire qu'elles n'ont pas fonctionné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes en banlieue parisienne, que personne ne vous dit, en gros, vous ne devriez pas être là, donc il faut un contrôle-sanction automatisé. On ne va pas demander aux motards de la police nationale de vous poursuivre, etc. Ça n'a aucun sens et ce n'est pas leur métier. Donc il faut que ce soit contrôlable. Il faut qu'il y ait des aides. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas de solution de mobilité et qui, en plus, n'a pas de capacité financière à modifier son véhicule, à le transformer en acheter un nouveau, va être encore plus isolée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ces aides ne doivent pas se limiter au territoire de la ZFE, mais également aux territoires impactés par la ZFE. Si demain, Toulouse crée une ZFE, il peut y avoir des habitants qui vont venir de Muret, de Montauban, etc., ou d'Albi, et qui vont dire « mais comment je vais faire ?» alors qu'ils viennent se soigner, travailler, etc., sont actifs. Et enfin, il faut que les acteurs de la logistique, mais au-delà de la logistique, l'artisan, le petit commerçant, le commerçant du marché forain, puissent trouver une solution alors même qu'ils n'ont pas une organisation importante. Donc ce sont autant de challenges que je pense qu'on est prêt à relever. Une condition dans ce domaine-là, la loi donne la possibilité au territoire de mettre en œuvre. Il ne faut pas que l'État se soit un tout petit peu débarrassé de cette responsabilité en disant écoutez, maintenant on vous laisse faire et d'une certaine manière on ne s'active pas tellement. Je prends l'exemple du contrôle-sanction automatisé. On aurait pu le déployer là, ce trimestre-ci, et en fait, on a déjà pris une bonne année de retard. Merci. Toujours, et après je donnerai la parole à Ben là, pour nous faire un point sur les sondages. Monsieur Jean-Michel, là, sur cette question du dernier kilomètre, donc vous, au niveau de la métropole, quelles sont les actions concrètes que vous avez engagées dans cette direction? Pour nous, la plus grande action concrète, c'est la mutualisation avec la création sur Fondeir d'un grand espace qui va unifier le dernier kilomètre en partenariat avec la Poste, qui est notre partenaire sur ce dispositif-là. C'est quoi? C'est le regroupement finalement des gros camions qui arrivent sur Toulouse et la réorganisation du dernier kilomètre avec un système unifié permet de simplifier le dispositif. C'est-à-dire que les camions s'arrêtent à Fondeir. Là, on met en place un système qu'on veut le plus efficace possible, permet de créer des flux uniques avec des véhicules propres et sur des axes qui sont désormais simplifiés. L'enjeu, c'est quoi? C'est de remplacer la multitude de véhicules qui aujourd'hui viennent en centre-ville de Toulouse sans cohérence, sans organisation, sans dispositif complet. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu majeur. Alors pour revenir sur ce qui vient d'être dit sur l'utilisation du transport public, c'est vraiment une solution, vous avez raison de le dire. Pour autant, on a un gros travail derrière
dans de multiples orientations. D'abord, l'axe des transports publics, les axes des transports publics ne sont pas tout à fait cohérents forcément avec les besoins de livraison. Et puis, on a des problèmes nouveaux qu'on voit apparaître, en particulier la sécurité. Nous, on a une très grande inquiétude sur Tisséo quand on parle de colis, d'abandon de colis, de sécurisation des colis. Donc, ça peut se traiter, ça peut se résoudre, mais c'est une vraie question. Très bien, merci. Je me tourne vers Ben pour les résultats du sondage. Oui, effectivement, nous avons eu beaucoup de participation, mais un résultat quand même assez tranché. Je pense qu'on va voir le résultat à l'écran. 69% de l'audience considèrent que les ZFE, c'est peut-être utile, mais ils attendent de voir les résultats. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans la mêlée, hein, comme on avait vu au début, l'audience est dans une posture un peu d'attente. Et vous voyez, le deuxième résultat, c'est quand même 21% qui n'y croient pas, qui pensent que c'est déplacer le problème. Je vous invite dès maintenant à poser des questions au panel. Je reviens dans une dizaine de minutes pour les partager. Pascal, ça vous fait réagir ? Oui, merci Ben. Bon, bien sûr, vous pourrez réagir sur le résultat de ce sondage. Ce que je vous propose, c'est qu'on aborde maintenant un sujet qui me paraît majeur dans les métropoles, en milieu urbain dense, c'est l'espace urbain. L'espace urbain, donc c'est un stock de capital, la voirie qui est immobilisée, ça a un coût public particulièrement élevé. C'est pas parce que la voirie est gratuite qu'elle n'a pas de coût. Donc il suffit de voir quand il y a des péages urbains privés, donc le retour sur investissement des entreprises, donc fait des péages quand même d'un certain niveau. Donc c'est un enjeu important. Et donc Monsieur Latte, je voulais vous demander, donc la voirie, c'est la compétence des collectivités publiques, c'est l'État, les métropoles, les communes, mais également les départements. Alors, votre appréciation sur cet enjeu de la régulation de l'espace urbain, et est-ce que vous pensez qu'on peut travailler sur un détournement des fonctions initiales peut-être des infrastructures qui existent déjà pour d'autres types d'activités ? Au-delà des types d'activités, il y a la question de l'usage de l'espace urbain, usage qui évolue. Toulouse a longtemps été, comme toutes les grandes métropoles, une ville de voitures, avec un espace urbain réservé à la voiture extrêmement conséquent, extrêmement considérable. On est dans un mouvement inverse. Il ne remet pas en cause fondamentalement la voiture, mais qui cherche à lui redonner une place beaucoup plus équilibrée que ce qu'elle connaît aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut libérer l'espace pour les transports en commun. Ça, c'est un axe majeur avec les fameux couloirs bus chez nous, avec les axes réservés qui permettent de prioriser ces transports et leur permettre, grâce à ce gain d'espace public, d'être vraiment efficaces. Et puis, on a le développement des modes doux qui interviennent dans des espaces urbains où ils n'ont pas leur place et où on voit combien c'est important. Nous, c'est ce qu'on appelle les axes autoroutiers vélo, le rêve, pour être plus précis. Et c'est quoi le rêve ? C'est une redistribution de l'espace urbain au profit des modes doux. Donc on est vraiment dans cette phase, ici comme ailleurs, où il faut que les élus s'interrogent sur les pratiques et adaptent l'espace urbain, l'évolution de l'espace urbain aux nouvelles pratiques. On est vraiment sur cet axe-là, qui est un axe majeur et qui traduira, je crois, l'évolution des grandes métropoles dans les 10 années qui viennent, puisqu'il y aura nécessairement une redistribution. Oui, ça c'est effectivement quand les travaux du CEREMA montrent bien le comparatif entre les différents modes, entre une voirie urbaine qui peut sur une largeur de 3 mètres absorber par heure, parce qu'en transport en commun on réfléchit toujours à l'heure de pointe, et en plus l'activité, il y a simultanéité entre la production et la consommation, on ne peut pas stocker les activités, en milieu urbain dense, on fait passer sur 3 mètres 500, 800 véhicules à l'heure avec un faible taux d'occupation, on en a parlé tout à l'heure. Quand on compare par mètre linéaire l'efficacité des mobilités actives dont vous parliez, le vélo, c'est un rapport de 1 à 8 en faveur du vélo par rapport à la voiture. Et en milieu urbain dense, souvent on va plus vite à vélo qu'en voiture. C'est le chanteur Jodassin qui disait à vélo dans Paris, on va plus vite, on dépasse les autos. Donc vous, à Toulouse, vous êtes engagé sur les mobilités actives, sur cette répartition de l'espace urbain dont vous parliez à l'instant, avec un programme de pistes cyclables, j'imagine, important. Oui, et puis je voudrais revenir sur un événement qu'on a vécu il y a quelques mois, c'est l'expérimentation. Quand le Covid a frappé Toulouse comme les autres villes, on a lancé des expérimentations urbaines, c'est-à-dire qu'on a mis en place sur des axes importants des dispositifs pour le vélo, pour les transports en commun, mais dans une dimension expérimentale. Et on s'est aperçu qu'en un temps court,
on arrivait à renverser la tendance. C'est-à-dire qu'on a créé une dizaine de kilomètres de pistes cyclables sur des axes qui étaient des axes auparavant réservés à la voiture. Et on s'est aperçu que ça marchait plutôt pas mal. Ça marchait plutôt pas mal. Et que cette urgence liée à la pandémie nous avait permis d'ouvrir le jeu, nous-mêmes peut-être de s'ouvrir à des dispositifs plus ambitieux qu'auparavant. Et que cette phase expérimentale, on pouvait peut-être la développer et aller vers des phases beaucoup plus définitives et beaucoup plus importantes. Merci. Étienne Chauffour, pour France Urbaine, cet espace urbain, sa régulation, c'est un enjeu qui est partagé, France Urbaine ? C'est un enjeu qui est partagé avec des questions qui ne sont pas toutes résolues. Aujourd'hui, l'espace urbain, c'est ce qui permet le partage, mais c'est également ce qui permet les transports en commun. Aujourd'hui, le financement de la rue, de la route et de la voie départementale n'est pas acquis. On le voit bien avec les fermetures de ponts, de tunnels, etc., qu'aujourd'hui, on ne s'est pas posé cette question-là. Donc oui, c'est un enjeu partout. Après, c'est un enjeu de partage d'usage. On le voit bien, la notion d'autopartage, selon qu'elle va être bien acceptée, vélo, assistance électrique, location de vélo, etc., est plus simple que, par exemple, l'arrivée des trottinettes, là où il y a déjà des piétons, où il faut réguler. Donc il faut qu'on travaille cet aspect-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas demander pour créer des alternatives de mobilité aux seuls opérateurs publics. Je pense qu'on est globalement au taquet. Donc il faut qu'on arrive à inventer des modes d'autopartage, des modes complémentaires pour aller par exemple d'un quartier un petit peu excentré au premier axe de transport public qualitatif, de manière à ce qu'on n'ait pas la tendance naturelle de prendre sa voiture. Et enfin, il ne faut pas qu'on limite l'autopartage, le vélo, la trottinette, tout ce qu'on veut, aux seules personnes qui en sont propriétaires. Parce qu'autrement, on va exclure socialement des habitants qui sont dans des quartiers où ils ne pourront pas acheter. Donc il faut également que la notion d'autopartage, la location entre guillemets, soit accessible dans tous les quartiers. C'est un enjeu fondamental. Sur le free floating, comment vous voyez les choses là, sur l'évolution du free floating avec les trottinettes là, on parle de l'anarchie, mais donc la trottinette, comme le vélo, consomme peu d'espace. Donc je pense que les pouvoirs publics ont aussi intérêt à travailler à une régulation. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans plusieurs métropoles, Paris, mais d'autres aussi, donc en régulant mieux ces différents opérateurs. Ça a été un petit peu anarchique au départ parce que, en fait, les opérateurs sont arrivés, ils ont dit « je veux faire de la rentabilité tout de suite » et en gros, ils ont mis du free floating qui doublonnait les transports collectifs déjà les plus pertinents. Donc c'est très bien de prendre, je sais pas, la trottinette, tout ce qu'on veut, plutôt que le tram, le métro ou le bus, mais globalement, ça n'apporte rien. Ça a pris des parts modales sur la voiture ou sur la marche à pied. Le véritable enjeu, c'est d'arriver à compléter l'offre de transport existante, notamment l'offre de transport en commun, par du free floating, probablement, alors ça peut être de la trottinette, ça peut être du vélo, etc., mais en solution complémentaire. On parlait tout à l'heure des logiques de covoiturage, il y a des expérimentations qui se font, qui marchent très bien, c'est comment faciliter le covoiturage jusqu'à la première ligne de transport en commun et pas nécessairement pour suivre la ligne de transport public. C'est tout cela qu'il faut qu'on complète parce que, encore une fois, si on se dit la seule solution pour moins isoler les zones peu denses et un investissement public, nous n'aurons pas la bonne réponse. Jamais nous n'aurons un transport régulier en zone peu dense simplement parce qu'il ne sera pas rentable et que personne n'acceptera de payer de l'impôt pour un transport qui sera plein à 5%. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions alternatives et qui ne passent pas nécessairement par les seuls opérateurs publics, même si le public peut aider les free flotteurs, on l'a vu tout à l'heure, des initiatives locales. Il y a un financement public pour le free floating. Tout à fait. C'est une piste. Ça se fait déjà aujourd'hui à Lyon, à Nantes. Je sais que c'est en cours à Toulouse. Ça se fait à Grenoble, etc. Comment avoir un financement public complémentaire ? Donc c'est quelque chose auquel effectivement vous travaillez à Toulouse, Monsieur Latte ? Oui, bien entendu, avec l'idée, comme vous venez de le dire, que les pouvoirs publics ont leur part à prendre dans ce dispositif, et ce qui n'est pas aujourd'hui totalement abouti. Donc on est sur cette démarche d'action publique dans ce type de dispositif. D'accord, merci. Bon, Monsieur Bruno Gutierrez, vous avez vu
les enjeux là, des institutionnels, enfin des politiques, à une vision politique, à de la métropole, France urbaine, donc, qui a une légitimité aussi pour parler donc, de ces enjeux, dont vous êtes opérateur privé. Donc, comment vous réfléchissez donc, sur cette adéquation entre ces enjeux donc, de régulation de l'espace urbain et puis l'outil, enfin votre implication en tant qu'entreprise privée? On va raisonner, là on parlait tout à l'heure de financement et de capacité à financer toutes les initiatives pour permettre une mobilité beaucoup plus durable. Utiliser la manne que représente le e-commerce pour aller financer des politiques de transport public, ça peut être une solution. Donc, la plateforme qu'on souhaite mettre en place va permettre, encore une fois, d'identifier la capacité résiduelle et va permettre de mettre cette capacité en vente auprès des logisticiens. Va permettre aux opérateurs de mettre en vente cette capacité résiduelle auprès des logisticiens. Donc c'est une manière de récupérer une partie des revenus générés par le e-commerce et d'aller ensuite financer des politiques de transport public. C'est aussi une manière, reprendre le contrôle des flux logistiques pour une ville. On sait que le e-commerce a été accusé à raison de piller, voire de détruire les commerces des centres-villes. Mettre en place une politique tarifaire de transport pour permettre à ces mêmes commerces de centre-ville d'aller livrer des clients à l'extérieur de la ville, en périphérie. Les transports publics, ça va dans les deux sens. Hein. Ça va de la périphérie vers le centre-ville, mais aussi, on l'oublie, du centre-ville vers la périphérie. Et donc ça peut permettre à des commerçants du centre-ville d'augmenter leur zone de chalandise. Donc on voit qu'au travers de ces solutions-là, il y a aussi une manière, ça peut être une manière de financer les politiques publiques de transport. Il y a 40% du coût du transport à aller chercher. Alors bien sûr, ces 40% ne vont pas revenir en totalité aux villes et aux opérateurs, mais il y a ça à aller chercher. Aujourd'hui, c'est de l'argent, on parle de sommes qui sont assez considérables. Moi, je pense qu'il y a un vrai business model derrière et il y a un véritable intérêt pour aussi en partie financer ces initiatives de mobilité. Ouais. Mais donc, ce que vous dites, notamment pour redynamiser le commerce de centre-ville, donc qui peut avoir une activité pour la périphérie, donc pas l'inverse. Spontanément, on parle plutôt l'inverse. Et pour que ça marche, donc si je comprends bien ce que vous dites, il faut qu'il y ait un financement public. Pour financer la logistique, je ne pense pas. Il est autofinancé. Aujourd'hui, encore une fois, ces coûts, ils existent. Les coûts de transport existent. Il suffit de les transférer. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est de les transférer. Les transférer d'acteurs qui utilisent aujourd'hui des véhicules utilitaires atmosphériques ou électriques et de les transférer, d'en transférer une partie. On est en train de parler quand même de solutions multimodales. Hein. Tous les flux logistiques ne passeront pas par les transports publics, bien évidemment, mais d'en transférer une partie vers des solutions de mobilité commune. Donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un financement supplémentaire public. Les infrastructures existent. Les réseaux de tram, les réseaux de métro sont là. C'est une optimisation d'un existant. Ouais. Monsieur Latte, pour vous, c'est une piste intéressante, d'utiliser, sans financement public, hein, mais par contre, utiliser le capital de transport de l'exploitant, enfin de régie, hein, chez vous, pour pouvoir justement acheminer vers la périphérie, du centre vers la périphérie des colis. Hein. J'ai noté qu'on passait de la palette au sac, hein, c'est les 94% de poids, c'est un concept amusant, là, on passe de la palette au sac. Donc là, effectivement, là, au niveau logistique, c'est beaucoup plus simple. Donc pour vous, c'est une piste qui vous paraît sérieuse? C'est une piste qui est tout à fait sérieuse, sur laquelle on travaille déjà dans nos dispositifs, avec les questions que j'ai posées tout à l'heure, questions sécurité et autres, mais ce sont des questions qu'on peut traiter, qu'on peut résoudre. Donc je pense que toute utilisation d'un transport qui a des disponibilités comme le transport public est à traiter, à utiliser. Et je crois que c'est un enjeu que nous partageons. Et
je me tourne vers Étienne. Des exemples, justement, où on utilise les modes. Est-ce qu'il y a des exemples en France, en Europe, à l'étranger, justement, où les transports collectifs de voyageurs, aux heures creuses ou en soirée, quand il y a de la place de disponible, est utilisé pour les colis. Il ne s'agit pas de mettre des palettes dans le métro, dans les bus, mais des petits colis, donc avec une agilité qu'on peut facilement imaginer. Est-ce qu'il y a des exemples en France ou en Europe ? C'est en train de se déployer. On a beaucoup parlé de la Poste. C'est vrai que je pense que la Poste illustre bien cette capacité qu'il y a à partir d'un métier, on va dire, un peu codifié, qui est le métier de facteur, pour dire tout compte fait, on peut être un opérateur du dernier kilomètre. Après, il y a des exemples négatifs. On a tous en souvenir les TGV postaux qui, de fait, ont disparu parce que, voilà, il y avait moins de courriers, donc moins besoin de TGV postaux. Donc il faut qu'on réinvente un modèle où l'outil existe, c'est la voie, le transport, etc., mais n'est utilisé qu'à, mettons, 60% de sa capacité, parce que c'est moins utilisé aux heures creuses, c'est pas utilisé la nuit, etc. Si on pousse cet usage à 80%, même chose pour les locaux, même chose pour tout ce qui est lié à l'énergie, à ce moment-là, on sera dans du gagnant-gagnant. Et pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il faut nécessairement de l'aide publique ? Je ne sais pas, parce qu'on va diminuer les coûts. Mais après, soyons nous-mêmes cohérents. Si on impose aux logisticiens dans un même territoire métropolitain des heures de livraison qui sont différentes d'une commune à l'autre, eh bien, ça veut dire que si on a 4 horaires différents pour la même course, il en faudra 4. Donc on aura 4 émissions, 4 dépenses inutiles, etc. Donc c'est tout un travail que l'on doit mener et qu'on est en train de réaliser en ce moment. Très bien. Donc j'entends de vos exposés, M. Latte et M. Chauffour, qu'il y a la volonté politique très forte, elle est très exprimée, avec une bonne identification des enjeux. Et puis, satisfaction, on entend qu'il y a l'outil digital maintenant, là, le fret, le masque du fret urbain. Moi, j'aime bien cette expression, là, je la réutilise, même si ça vous fait sourire. Mais ça permet de comprendre. Enfin, voilà, c'est sa vocation pédagogique, bien évidemment. Mais alors, vous nous faites rêver avec cette plateforme là, digitale. Mais alors, quid du calendrier là ? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des délais opérationnels ? Parce que là, vous avez des interlocuteurs autour de cette table ronde là, qui vous écoutent avec attention. Alors, le calendrier. Le calendriil, il est vous l'avez bien compris, ce que l'on est en train de mettre en place implique la participation de l'ensemble de la chaîne logistique et de l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Donc il est très dépendant de la capacité de l'ensemble de ces acteurs à se mobiliser. Ce qu'il en est, à proprement parler, de la plateforme, en mars prochain, nous aurons un simulateur opérationnel qui permettra à l'ensemble des acteurs de pouvoir venir se connecter et commencer à simuler des scénarios. Donc ça, c'est important parce qu'on va passer dans le concret. Là, effectivement, on discute, on voit bien qu'il y a encore pas mal d'interrogations, et c'est normal. Et donc, à partir de mars, on aura un simulateur qui va nous permettre de travailler avec l'ensemble des acteurs et de commencer à simuler des scénarios de flux à l'intérieur d'une ville. Et ces scénarios de flux vont nous permettre de voir et de mesurer de manière extrêmement précise quel est le niveau de flux qu'on économise en termes de véhicules utilitaires, quel est le niveau d'émissions que l'on arrive à... le niveau de diminution d'émissions qu'on arrive à obtenir et comment on arrive à faire communiquer et interagir l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est vraiment la première étape, une étape extrêmement importante pour nous, pour commencer à passer à une phase extrêmement concrète. Horizon juillet, août, c'est peut-être pas la meilleure des dates, mais juillet, un pilote avec 1 ou 2 villes en Europe. On travaille sur ces sujets-là avec quelques grandes villes européennes pour passer à la phase physique, je dirais, du projet et aller mesurer sur le terrain quelles sont les contraintes. Encore une fois, avec l'ensemble des acteurs, avec les acteurs du dernier kilomètre, avec les opérateurs et avec les villes. Alors, j'ai encore une question, c'est quid de la sécurité quand même, parce que là, il y a des colis qui circulent, donc transports en commun, donc on connaît la vigilance des politiques, des exploitants sur cette question. Il y a quand même un risque de sécurité, donc
France a connu des attentats. Donc qu'est-ce que vous apportez comme au niveau de la sécurité? En quoi vous pouvez rassurer les décisionnaires sur ces questions-là? Encore une fois, Alstom n'est pas un logisticien et un spécialiste, mais à partir du moment où vous travaillez avec des professionnels de la logistique, avec des gens dont c'est le métier, ces problématiques de produits dangereux, de marchandises dangereuses, c'est leur quotidien. Et il y a une réglementation qui s'applique. Donc ils seront soumis aux règles des transports de matières dangereuses applicables dans le monde entier, qui sont les règles du transport public. À partir du moment où vous mixez des passagers elles sont différentes bien sûr si vous êtes du tout cargo ou si vous êtes en mixité passager fret. Mais ces professionnels-là les connaissent. Et c'est tout l'intérêt qu'il y a, à mon sens, que les villes et les opérateurs prennent le contrôle de ces flux. À partir de là, ils vont avoir comme interlocuteurs des professionnels. Si on revient avec le risque de cannibalisation, vous allez vous retrouver avec des gens qui, par opportunisme, vont venir se mettre sur ces créneaux-là. Et qui, n'étant pas des professionnels, peuvent, en toute bonne foi, se mettre à transporter des colis qui pourraient mettre en danger effectivement les passagers. Donc, travailler avec des professionnels dont c'est le métier et dont c'est la responsabilité. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers Ben pour les questions. Merci. Effectivement, donc beaucoup de débats comme d'habitude sur Spark Up. La première question qui nous vient de François Poupard, je la pose à l'intégralité du panel. Je pense qu'elle a déjà été un peu traitée, mais peut-être qu'on peut approfondir comment gérer le risque que la régulation dans les centres-villes dérive sur la constitution de sanctuaires d'urbains favorisés, rejetant en toute bonne conscience écologique les usagers venant de la banlieue, salariés ou visiteurs. La question la plus populaire. Qui veut réagir ? Je veux bien réagir là-dessus. C'est un des problèmes. Aujourd'hui, si globalement on crée des ZFE dans les quartiers bobos, on va assister à ce phénomène-là. Si on est, on est à Toulouse. Donc je vais le dire à Toulouse. Lorsque Toulouse met en œuvre une zone à faible émission, elle le fait pour toute la ville. Ça veut dire y compris au-delà de la rocade. Ça va être aussi bien dans le quartier du Capitole qu'au Mirail. Donc ce problème-là a été un choix politique à Toulouse. Et il faut que ce choix politique qui commence par la totalité d'une très grande ville s'accompagne demain d'une solution de santé publique. Si on dit que la santé publique va s'améliorer dans le centre-ville, mais que dans les quartiers périphériques, en gros, on a droit à la double peine. Notre santé ne va pas s'améliorer, mais en plus, on n'aura plus le droit d'aller au centre-ville. À ce moment-là, nous n'aurons pas résolu le problème. Donc le challenge est bien celui-là. C'est bien d'améliorer la santé publique dans les quartiers périphériques autant que dans les centres-villes. Merci. Une autre question. À l'occasion de la ZFE, pourrait-on imaginer des aides publiques, non pas orientées sur l'achat d'un nouveau véhicule, ce qui est polluant à construire, mais sur le recours à des services qui partagent les véhicules, bénéfiques au désengorgement urbain et en usage raisonné de la voiture? Je crois que l'autopartage peut être une solution par rapport à ce dispositif. On a à Toulouse des opérateurs historiques d'autopartage et je crois que cette dimension-là, elle va dans le même sens que les autres mesures qu'on a évoquées tout à l'heure. Quand on a une voiture avec 4 personnes dedans, au lieu de 4 voitures, on est vraiment dans la stratégie de baisse du problème. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette orientation, à savoir qu'on peut imaginer des solutions autres que la simple baisse des véhicules individuels dans le cadre d'une mutualisation des enjeux. Merci. J'ai peut-être le temps encore d'une question. Oui, bien sûr, oui. Je vois la question du vandalisme vélo qui remonte, donc on me pose la question, je ne sais pas qui peut y répondre. Comment lutter contre le vandalisme vélo? Jean-Michel? Alors nous, sur Tisséo, on a bien entendu des parkings vélos maintenant qui sont de plus en plus sécurisés. Alors ils sont transparents, auparavant ils étaient opaques, ils sont vidéosurveillés. Alors on n'arrivera jamais au zéro problème. Pour autant, ça fait partie des grands enjeux des années qui viennent. On a toute une série de réunions qui ont eu lieu récemment à Toulouse sur la création de parkings vélos très importants. On parle par exemple sur Matabio d'un parking 1000 vélos en hauteur avec un enjeu majeur qui sera la sécurisation des véhicules. Donc comment lutter? Avec des mesures qui soient adaptées à ce type de problème.
Je me permets de rajouter un élément à ça. Aujourd'hui, si on est propriétaire d'un vélo de qualité et qu'on a sa résidence personnelle, on a un garage. Si on est dans une petite résidence collective, globalement, qu'est-ce que l'on fait? Soit on a un parking à vélo très bien, soit on le met dans l'ascenseur et on le monte sur le balcon. Si on est dans une résidence, on va dire HLM de 12 étages, il n'y a pas de balcon, l'ascenseur fonctionne quand on peut, ça veut dire que globalement, et autant dire qu'on ne mettra pas un vélo de qualité dans un parking à vélo. Là, on revient sur la notion d'autopartage. Il faut qu'on ait la possibilité de trouver au pied de son domicile une capacité d'avoir un vélo dont on ne sera pas nécessairement propriétaire, mais dont on aura un droit d'usage accessible. Et là, on a bien une complémentarité entre la sécurisation des espaces, des lieux de stationnement et globalement la mutualisation de l'offre. Merci. Je crois que j'ai encore le temps quand même de poser une question en plus. Alors, il y a eu pas mal de questions autour des tarifs, des tickets de transport. J'ai vu qu'il y a eu une réponse à la question. Je vais en profiter du coup pour sauter sur une question qui vient d'apparaître et qui peut peut-être permettre à Bruno de réagir. La connectivité dans les déplacements se développe, à l'instar des systèmes de transport intelligents coopératifs, automobiles, bus, mais aussi vélos et piétons. Dans quelle mesure considérez-vous que cette connectivité est un allié pour la régulation de l'espace public? Donc, question pour tout le monde, mais peut-être Alstom un point de vue sur les transports intelligents. Je vous pose une colle peut-être. Je ne suis pas sûr de la réponse. Je pense que tout ce qui peut partager l'information est un allié de la mobilité. Je pense que toutes les tables rondes qui nous ont précédés ont parlé de ça, c'est-à-dire l'échange des données et communiquer et partage d'informations. Donc effectivement, à partir du moment où vous connectez toutes les mobilités et que vous êtes capable d'agréger ensuite toutes ces informations-là, eh bien, vous allez avoir d'abord une meilleure connaissance de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre espace. Et donc, vous allez pouvoir non seulement mieux comprendre les différents flux, on parle des flux logistiques, on parle des flux passagers, donc vous allez mieux comprendre ce qui est en train de se passer, et donc vous allez pouvoir apporter des réponses beaucoup plus précises. Et vous allez pouvoir apporter des réponses plus précises en temps réel, et ça c'est important. C'est-à-dire ce qui est important, c'est aussi cette notion de planification. Ce qu'amène cette digitalisation, c'est cette capacité de réaction. Avant, on avait des plans de transport à 10 ans. Et donc, évidemment, quand le plan de transport a été mis en œuvre, la situation globalement avait changé. Aujourd'hui, toute cette connexion et toute cette connectivité permet d'avoir une réactivité beaucoup plus importante et va permettre, je pense, aux villes et aux régions de pouvoir adapter plus facilement l'offre de transport aux besoins. Merci Bruno. C'est la fin du temps qui m'est imparti. Si vos questions n'ont pas été répondues pour l'instant, je vous propose de le faire sur le dernier panel. Pascal, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, Ben, les animations, cette fois-ci. La dernière de cette matinée, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Du coup, je vais vous poser la question, mais vous ne pourrez y répondre qu'après le premier tour de table. Ça donnera l'opportunité aux intervenants d'influencer votre choix. Et ma question, elle est très simple. En quelle énergie croyez-vous le plus? L'électricité, le gaz, biogaz, GNV ou l'hydrogène? Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes après ce premier tour de table. Pascal, c'est à vous. Merci Ben. Monsieur Jean-Luc Gibelin, donc pour préparer cet entretien, vous m'avez parlé de la nécessité de travailler sur le mix énergétique, une grande mixité des différents carburants et des modes, donc adéquation, carburant, mode. Donc on est véritablement dans une démarche systémique. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre démarche pour la région Occitanie ? Oui, la démarche est très très simple. Bonjour d'abord et merci de l'invitation. L'idée, mais ça vient en clair en réponse à la question qui est posée, c'est que il semble évident qu'il faut sortir et qu'il y a une urgence à le faire du tout diesel, de tout ce qui est
dans une démarche avec une empreinte carbone très élevée. Et évidemment, par rapport à ça, il nous semble, en tout cas c'est le pari que nous avons fait dans la région Occitanie, que la réponse sera une réponse de mixité sur l'ensemble des modes d'utilisation dans les transports en commun ou dans l'ensemble des mobilités. Ça vient d'être évoqué dans les tables rondes qui nous ont précédés, mais aussi une mixité dans le type utilisé, c'est-à-dire que, évidemment, nous avons, pour ce qui nous concerne, lancé un grand plan hydrogène vert sur la région, mais nous sommes aussi sur un certain nombre d'initiatives autour de l'électricité renouvelable. Nous sommes aussi sur des initiatives sur le GNV, évidemment, s'il a une dimension de bio-GNV, etc., etc. Nous avons aussi du bioéthanol. Donc voilà, nous sommes vraiment dans une démarche où il nous semble que la réponse sera cette mixité. Et puis, si je peux me permettre un élément complémentaire, c'est que c'est important qu'il y ait de la mixité, mais c'est important qu'il y ait une proximité entre le lieu de production et le lieu d'avitaillement et de consommation. Parce que si demain, nous sommes dans une situation où nous passons avec un lieu de production unique d'hydrogène, fut-il de l'hydrogène vert, mais qu'il est ensuite amené, pour ce qui nous concerne par exemple, avec 13 départements, 4500 communes, à l'autre bout de la région, même si c'est avec des camions à hydrogène, il nous semble qu'il y a quelque chose qui est perfectible et donc il nous semble qu'il faut plutôt avancer dans cette notion de mixité. Et donc, mixité, donc ambition, donc forte, vous venez de l'exprimer. Mais alors, le mode opératoire au niveau régional, entre ce qui relève de la subvention, des partenariats, des appels à projets, donc quels sont les exemples sur lesquels vous êtes impliqué au niveau de l'Occitanie ? C'est évidemment, vous venez de l'indiquer, c'est une vraie notion de partenariat. Nous avons mis en place une agence de l'énergie et du climat qui travaille avec les entreprises qui sont dans la recherche sur ces différents éléments, mais aussi celles qui travaillent autour des questions de production, mais aussi celles qui sont dans l'innovation pour justement avancer sur les types d'utilisation. Donc, c'est une volonté très forte d'avoir ce partenariat large entre la collectivité et les entreprises et les collectivités qui sont demain utilisatrices. Et il y a une volonté de développement économique dans ce cadre-là qui est évidente et qui, pour l'instant en tout cas, fonctionne plutôt pas mal. Très bien, merci. Monsieur Thierry Grangetas, donc quand on parle de transition énergétique entre le thermique et les autres énergies propres, donc électricité, gaz, hydrogène, bon, on pense quand même un peu spontanément à faire un comparatif, bilan coût-avantage, émissions de CO2, enfin il y a un certain nombre de ratios qui sont différents selon les technologies, mais aussi il y a aussi la question des coûts, la faisabilité, les calendriers de réalisation, parce que ça a déjà été évoqué à différentes tables rondes, il y a la promesse, mais la promesse quand ? Donc ça, ce sont des questions importantes. Alors le bio-GNV bénéficie de beaucoup d'atouts, mais qu'en est-il précisément de cette adéquation entre la promesse et la réalité ? Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est vrai que je représente GRDF, qui est une entreprise de distribution de gaz, et qui a réfléchi il y a 7-8 ans, finalement, au moment où les SRADET ont commencé à se constituer avec les régions sur sa raison d'être. Et on s'est dit, finalement, notre raison d'être, c'est quoi ? C'est de pouvoir d'agir pour pouvoir donner le choix aux usagers sur leur usage, leur énergie. Et ça ne pouvait se faire que si on restait dans des projets au cœur du territoire, qui correspond tout à fait à ce que vous venez de dire, M. Gibelin, dans la vision de l'Occitanie. Quand on a fait ça, on a tout de suite aussi, aidé par la réglementation qui a permis de le faire, tout de suite on s'est lancé sur le fait de dire si on veut répondre à cette raison d'être, il faut qu'on soit en capacité de distribuer une énergie qui corresponde à ce qu'elle doit être. Ça veut dire décarboner pour faire simple, et puis respectant tout ce qui est gaz à particules fines, type réponse au ZFE. Et on s'est lancé avec l'aide des régions, avec l'aide d'un certain nombre de partenaires sur cette production de gaz vert. Alors c'est vrai qu'il y a
il y a 7-8 ans, quand on parlait de méthanisation, c'était encore un épiphénomène qui n'existait pas. Au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Si je prends juste quelques chiffres, hein, au jour d'aujourd'hui, à la fin d'année, la production de gaz vert sera à peu près de 6 TWh. En 2025, ça sera de 12 TWh. Alors quand je dis 12 TWh, c'est quoi 12 TWh? C'est le niveau de production actuellement par l'ensemble du solaire en France. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10-15 ans, on a réussi à relever un défi qui est une production d'une énergie verte, qui est une énergie décarbonée, et tout ça en l'espace de 15 ans, alors qu'on voit bien que pour d'autres types d'énergie, enfin moi le solaire, j'ai travaillé à un moment donné du côté électricité assez longtemps, j'en parle depuis les années 85-90. Hein. Donc on voit qu'on a quand même cette capacité, cette opportunité de pouvoir développer le gaz vert. Alors quand vous dites effectivement dans votre question, oui, il y a une réalité, oui, on est capable de répondre à des promesses qui sont faites. Alors concernant la mobilité proprement dit, toujours dans cet esprit de dire comment on peut agir pour pouvoir faire le choix des usages, je crois que c'était assez bien dit dans les premières tables rondes. L'usage, ce n'est pas nous qui allons le définir. L'usage, il va correspondre à un besoin, il va correspondre à une utilisation, il va correspondre à un moment donné aussi, parfois. Il va aussi correspondre aussi à quelle est l'offre pour répondre à ces usages. On avait une pratique déjà ancienne avec les collectivités de travailler sur le bus. Donc, beaucoup de bus dans les métropoles sont au gaz depuis déjà des années. Tisséo a lancé cette démarche il y a déjà une vingtaine d'années. Tout simplement parce que quand on revient à l'état au gaz à effet, aux particules fines, ça offrait des avantages par les particules fines. Ça reste quand même du carbone. Et donc on s'est dit, justement, on va utiliser ce bio-GNV peut-être dans un premier temps sur la mobilité. Et en fonction de ça, on a regardé et on s'est dit, finalement, dans les transports lourds, quelle est l'offre qui est offerte en ce moment pour pouvoir répondre aux obligations environnementales qui s'imposent à nous? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a le diesel aura des difficultés. Alors, il y a bioéthanol qui peut très bien répondre à ça. L'électricité sur des objets, sur des poids lourds qui font 400-500 km en transportant du poids quotidiennement, il n'y a pas actuellement d'offres accessibles dessus. L'hydrogène n'est pas encore là. Donc, comment on fait pour l'offrir? Et c'est là qu'on est arrivé en voulant aussi travailler beaucoup avec un certain nombre de nouveaux partenaires qu'on ne connaissait pas, le monde du transport qu'on a appris à connaître en particulier, et les régions qui nous ont beaucoup aidés en essayant de structurer une maille d'avitaillement pour pouvoir faire en sorte que ce bio-GNV soit une réalité. Je prendrai juste un exemple. Alors, je travaille sur l'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et sur Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui avait un enjeu très fort sur la 10, en termes de gaz à particules en particulier. Donc, Alain Rousset, ça a toujours été un de ces sujets, nous a aidé à développer un réseau d'avitaillement en participant au financement, finalement, à la fois de stations et puis aussi de l'achat de camions pour pouvoir lancer cette démarche. D'accord. Pour que la promesse soit au rendez-vous, vous avez parlé de partenariat. Et plus concrètement, qu'est-ce que vous attendez des industriels, des opérateurs? On entend aussi des industriels qui s'engagent sur leur capacité à fabriquer des produits qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Je prendrai juste deux exemples. On voit bien que sur le camion poids lourd, on a des gros acteurs qui sont là, qui produisent effectivement, qui ont vu aussi l'intérêt du bio-GNV, qui sont complètement dans cette démarche-là. Si on va sur des véhicules plus légers, les véhicules utilitaires, qui sont des véhicules pour certains qui transportent du poids. Encore une fois, je crois profondément qu'il n'y a pas une énergie qui va répondre à l'ensemble des usages. C'est l'usage qui va définir l'énergie. Sur des véhicules utilitaires, on voit là une certaine frilosité des constructeurs, tout simplement parce qu'ils attendent fortement ce qui va se passer en termes de réglementation. Quelles aides ils vont avoir pour pouvoir développer cette filière? Il y a une très forte pression de leur part pour développer des filières électriques. Ça a du sens, ça ne répond pas à tout. Comment va-t-on faire pour pouvoir répondre à cette niche, à cette part de marché en tout cas qui n'est pas actuellement traitée? Je pense qu'on attend beaucoup des constructeurs qui s'engagent et qui nous aident pour que la réglementation, en particulier la réglementation européenne, puisse permettre de le faire. Très bien, merci. Je me tourne vers M. Thierry Kamal. Donc, vous êtes président de Totem. Oui.
Donc tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est Totem. Donc première question, s'il vous plaît, expliquez-nous ce que c'est que Totem. J'ai compris que c'était un cluster de la mobilité intelligente et durable qui regroupe plusieurs filières automobiles, ferroviaires et maritimes, mais mode opératoire, comment ça fonctionne. Voilà, première question. Et puis ensuite, quelle est votre appréciation par rapport à ce qu'il vient de dire, votre vision sur ces différents items qui viennent d'être évoqués? D'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Kamal, je suis responsable chez Renault de la partie logicielle et je représente Renault à ce titre aujourd'hui et aussi, comme vous venez de le dire, Totem. Donc Totem, c'est la création en fait d'un cluster de la mobilité durable et intelligente, comme vous le disiez, qui est issu en fait du rapport VACO, donc qui était une mission qui m'a été confiée par la région et par l'État, donc sur laquelle une des préconisations en fait était de regrouper les différents clusters existants, donc de la filière automobile, en l'occurrence Automotech, la partie rail, la filière rail avec MIPI-Rail, ainsi que la grappe automobile, et aussi d'adresser la partie nautisme, marine, etc. Donc c'est un cluster qui comprend 130 adhérents et qui regroupe toutes ces types d'activités. Et donc on est là pour développer le business, bien sûr, adresser la partie innovation dans tous ces domaines de la mobilité, ainsi que toute la partie expérimentation, territoire d'expérimentation qu'est l'Occitanie aujourd'hui. Donc voilà ce qu'est Totem. Donc, en réaction à votre question par rapport à ce qui a été dit, écoutez, moi, je pense que Totem, on est là pour accompagner cette transition. Hein. Donc, on s'attache aussi à travailler sur des grands projets fédérateurs. Et au titre de Renault, comme vous le savez, on est un des précurseurs dans l'électrification en fait, des véhicules. Et donc, cela a commencé déjà il y a 10 ans. Donc, je ne peux qu'adhérer à tout ce qui a été dit précédemment. D'accord. Merci. Ben, alors, on peut faire un point sur le sondage? Alors, le sondage, on va le lancer. C'est ça mon objectif. Donc, je vais vous présenter ma question. Suite à ce premier tour de table, vous allez maintenant pouvoir participer. Donc, mettez-vous sur vos téléphones, vos écrans. La question, elle est active. C'est maintenant que vous pouvez participer. Il y a déjà quelques personnes qui ont présenté leurs résultats. Vous pouvez en fait voter de 1 à 5 sur la question en quelle énergie croyez-vous le plus? Donc 1 pour celle en laquelle vous croyez le moins, 5 pour celle en laquelle vous croyez le plus. Je vous laisse quand même quelques secondes pour participer. Donc on voit les résultats vont s'afficher en temps réel. Et une fois cet exercice finalisé, je vous inviterai comme d'habitude à poser vos questions aux intervenants. Cela nous permettra d'avoir un dernier tour de questions à la fin du panel. Donc les résultats que j'ai donc en direct, hein, c'est bien ça, je vérifie quand même, je ne suis pas en train de vous dire de bêtises. Ça fait quand même quelque chose d'assez... voilà, ça revient. On me dit en régie que les résultats vont apparaître d'une seconde à l'autre. Ah, suspense. Voilà. Roulement de tambour, je vous avais demandé d'attendre justement ce... Il est 20h, dans quelques secondes, les résultats vont s'afficher. Il est 20h et donc le président est... Waouh, ok, donc en fait c'est très équilibré. Ben voilà. Voilà, donc tout le monde est ravi, c'est un mélange. Hein, voilà. Bon, Pascal, je vous laisse la main et je vous retrouve dans une dizaine de minutes. Merci. Dites-moi, Jean-Luc Jublin, ça tombe bien hein, pour le mix énergétique. Là, vous avez 3 tiers. Donc là, c'est super. Donc ça vous confirme dans votre stratégie. J'imagine, c'est absolument pas préparé. Hein, donc là, on est véritablement en live. Comment vous réagissez par rapport aux interventions de M. Grangetas et de M. Kamal en tant qu'industriel comment vous réagissez? D'abord, je me permettrais de compléter sur les exemples donnés tout à l'heure et sur la phrase où vous dites « nous attendons que les industriels viennent ». Nous sommes dans la même situation parce que, par exemple, à l'échelle du transport interurbain, parce qu'il était beaucoup évoqué tout à l'heure, le transport urbain, et il est évidemment très important. Mais à l'échelle du transport interurbain, nous n'avons pas des bus, mais des cars. Aujourd'hui, autant il y a des choses qui ont été engagées sur le bus à hydrogène, autant il n'y a rien d'engagé sur le car à hydrogène. Or, si je prends une région comme la nôtre, mais je pense que les chiffres sont très proches pour la région de l'Aquitaine, en région Occitanie, ce sont 5000 cars qui sont tous les jours
mis en circulation pour les transports scolaires et les transports interurbains, en dehors de ce qui se fait dans les métropoles et dans les agglomérations. Aujourd'hui, il n'y a pas de constructeurs qui se soient engagés sur du car à hydrogène. Ça nous a amené à demander à une entreprise de la région, qui d'ailleurs est dans Totem, Safra, à Albi, de travailler à l'adaptation de cars diesel sur du car à hydrogène. Parce que aujourd'hui, la construction de neuf n'est pas envisageable, en tout cas pas dans un délai qui corresponde à ce que nous avons besoin tout de suite. Parce que ce mix, et le résultat le montre, il est demandé maintenant, il n'est pas demandé pour dans 10 ans. Et c'est peut-être un des éléments sur lequel il nous faut peut-être un peu plus avancer collectivement. Et c'est tout l'intérêt pour nous, pour la région, de la mise en place de Totem, qui correspond aussi à cette synergie entre les différentes activités, avec une situation, avec un cluster qui est encore à côté, mais qui travaille aussi beaucoup, qui est le cluster vélo dans la région, de travailler à toute cette synergie entre les différentes industries et les différentes activités économiques qui sont autour des mobilités pour pouvoir être dans la réponse maintenant. Parce que les habitantes le demandent, parce que ce qui a été dit tout à l'heure sur la ZFE de Toulouse, c'est pour que les réponses soient dans les semaines, dans les mois qui viennent. Si la réponse est nous aurons une solution dans 5 ou 10 ans, ça ne répondra évidemment pas aux attentes. Donc, en réaction à ce qui a été dit, c'est vraiment ce besoin d'accélérer sur la démarche, et ça a été évoqué, je ne peux que y associer. Nous souhaitons, en termes de région, être vraiment un lieu d'innovation et d'expérimentation, comme nous l'avons fait sur le train, comme nous le faisons sur le car, qu'il y ait beaucoup d'expérimentation pour être au plus près en termes de réponse aux attentes de la population. Donc une forte ambition, donc mix énergétique, ça vous l'avez évoqué. Donc là, en vous entendant, on entend bien que vous mettez la pression, donc je pense que vous avez entendu sur les industriels. Donc là, il y a un enjeu à relever, bien évidemment. Là, vous mettez la pression, c'est le rôle du politique. Est-ce que vous avez identifié, là vous parliez des autocars, enfin pour l'interurbain, des freins? Quels sont les freins que vous avez identifiés? C'est une question aussi que je vous poserai. Et quels sont les leviers que vous avez ou peut-être aussi identifiés? Sans doute qu'un des freins, pour revenir à un des éléments que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette proximité entre la production et l'avitaillement, l'utilisation. En ce sens, et c'est un débat que nous avons et avec EDF et Enedis de notre côté et avec GRDF de l'autre, c'est qu'il est très important, à notre sens, que au-delà de la question de la traçabilité, il y ait vraiment une question de proximité entre les productions, que l'on se rapproche le plus possible de l'économie circulaire du circuit court. Parce que il y a une attente de la part des usagers, de la part des ayants droit à la mobilité, de cette transparence sur est-ce que je vais vraiment utiliser quelque chose qui me fera changer par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Et je crois que cette attente, elle est réelle. Il faut y répondre de manière simple. Et en ce sens, je crois que nous avons ensemble des progrès à faire pour que ce soit encore plus transparent et qu'il y ait encore plus de confiance, qu'il y ait une meilleure appréhension par l'usager qu'il est en train de participer à cette transition qui est indispensable et qui n'est pas, encore une fois, pour dans quelques années, qui est à mettre en œuvre le plus rapidement possible. Merci. Monsieur Kamal, freins et leviers. Alors moi, en ce qui concerne les freins, je dirais sur tout ce qui est l'électrique, c'est la partie recharge. Ce sont les bandes de recharge, le réseau de recharge. Je pense qu'aujourd'hui, pour avoir roulé en électrique avec notre nouvelle Mégane I, là, j'ai fait le week-end dernier ou il y a 15 jours 800 km, bon, je peux vous dire que c'est assez galère. Donc en tant que constructeur et industriel, pour nous, la difficulté vraiment, c'est de se lancer à faire de l'électrique. On va faire... En 2025, notre flotte à 65% sera constituée de véhicules électriques. Et donc la grosse question, c'est de savoir si les réseaux, l'infrastructure va suivre. Donc je pense que ça, c'est un gros frein potentiel pour
pour tout ce qui est électrique. Après, il y a toujours le coût d'acquisition du véhicule qui reste élevé. Donc ça, évidemment, ça va baisser en fonction du volume. Hein. Dès que les gens vont commencer à acheter de l'électrique, on va trouver quelque chose qui coûte moins cher. Et bien sûr, il y a aussi la capacité en fait comment dirais-je, à gérer, si vous voulez, les coûts. Les coûts de maintenance en fait de ces nouveaux véhicules et aussi la formation et les compétences nécessaires, parce qu'on change maintenant dans les réseaux de distribution, etc. On change totalement les compétences. Le véhicule électrique tire beaucoup le software, le logiciel, et donc il y a tout un volet compétences en fait et d'accompagnement à faire, si vous voulez. Et c'est donc pourquoi aussi Totem s'attache aussi à travailler sur la formation de ces nouvelles compétences et d'accompagner ces nouvelles compétences. Mais voilà pour moi quels sont les principaux freins. Quant à l'hydrogène, je pense que c'est la distribution, vous en avez parlé, c'est ça qui va être le plus délicat. Mais voilà ce que je dirais aujourd'hui sur les freins. D'accord, merci. Monsieur Gibelin, sur les bornes électriques, là, donc problème d'adéquation entre le véhicule et puis la borne, avec l'exemple des 800 km, mais ça peut aussi se retrouver en milieu urbain. Enfin, au niveau de la région, déjà, il y a quand même des distances qui sont un peu grandes. Il y a aussi le coût des véhicules. Alors, j'élargis au coût du véhicule automobile, mais aussi les véhicules, les vélos. Hein, donc là, il y a d'autres possibilités enfin, de financement public. Enfin, comment vous vous positionnez au niveau de la région Occitanie? D'abord, sur la question des réseaux, vous avez parfaitement raison. Nous soutenons, il se trouve qu'en région Occitanie, l'ensemble des syndicats de l'électricité des départements se sont regroupés. Nous travaillons avec eux pour qu'il y ait cette possibilité avec un maillage le plus précis possible. Mais c'est vrai sur l'électricité, c'est vrai sur le bio-GNV, hein, où nous avons besoin d'une carte qui permette de rassurer l'utilisateur potentiel que ce ne soit pas la galère et que ça soit possible et réaliste de le faire demain. Donc, bien entendu, de ce point de vue, il y a des étapes à passer ensemble pour que ce maillage du territoire soit le plus précis possible. Et après, sur l'aide à l'acquisition, vous avez parfaitement raison. Nous avons engagé, dans le cadre du plan vert de la région, un travail important d'accompagnement pour l'acquisition du vélo, l'acquisition du vélo à assistance électrique, l'acquisition de la voiture électrique d'occasion, parce que le prix d'achat du neuf est évidemment très élevé, ça a été évoqué. C'est un élément important. Il nous semble qu'il y a là en la matière des partenariats à nouer avec les collectivités. C'est le cas ici sur Toulouse, c'est le cas sur Montpellier, c'est le cas sur un certain nombre de collectivités où quand il y a une accumulation, une simulation des aides des différentes collectivités, cela rend accessible l'acquisition pour les usagers. Et je crois que c'est un point sur lequel nous devons avancer. Mais il nous semble qu'il y a aussi sur la question des mobilités en général, et ce que nous avons engagé là sur les cars diesel qui passent en diesel et qui passent en hydrogène, est sans doute un des points sur lesquels il nous faudra avancer dans les toutes prochaines années, c'est quand même celle de l'adaptation du parc qui existe. Parce que en même temps, il faut accélérer sur la transition, et ça ne peut pas être encore moins si nous sommes dans une visée de transition énergétique et écologique, avec l'idée de dire on jette tout ce qui existe et on va avoir qu'un parc neuf de tout véhicule. Il est indispensable d'avoir aussi un accompagnement pour une adaptation du parc qui existe. Alors, il paraît que c'est bien de dire rétrofit, je veux bien le dire une fois, mais je pense que ce qui compte surtout, c'est que nous arrivions à le faire pour que ce soit aussi accessible pour les usagers, et qu'ils soient d'ailleurs les individus ou que ce soit les entreprises. Parce que même pour les entreprises, ce n'est pas raisonnable de considérer que la solution, c'est de jeter toutes les flottes qui existent aujourd'hui et de ne racheter que du neuf. Ça n'est pas quelque chose qui doit faire rêver, me semble-t-il. Merci, Monsieur Grandjetas. Alors, frein et levier. Oui, moi je pense déjà qu'il y a un sujet, c'est l'écart entre une vision nationale et une vision locale. Quand on regarde les messages qui sont passés actuellement
c'est un message d'une électrification à outrance de l'ensemble des usages, sans se préoccuper d'ailleurs de la faisabilité technique entre nous. C'est un peu ce que vous venez de dire. Et il y a un gros écart, par exemple, à ce que prévoit le SRADET, les schémas régionaux énergétiques. On constate qu'on n'est pas en phase. Je vous incite à lire en ce moment, il y a 3 scénarios qui sont, enfin, 3 organismes qui ont sorti des scénarios énergétiques extrêmement intéressants. Il y a Négawatt, il y a l'ADEME et RTE, qui ont en plus souvent étalé leur scénario. Celui de l'ADEME, j'ai trouvé particulièrement bien parce qu'en plus, ils parlent des choix sociétaux qui sont associés à ces scénarios. Il y en a un, c'est plutôt, on va dire, une sorte de retour en arrière, une remise en cause de pas mal de façons de vivre. Et puis il y en a un autre, c'est on fait rien du tout et on fait le pari technologique. Et il y a la carte comme ça et ça s'étale. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc je pense que le premier frein, c'est un petit peu ça quand même, c'est enfin mettre en adéquation les pensées nationales et les pensées locales. Dans l'énergie, on est un peu comme dans la religion, vous savez. Il y a des dogmes. Alors, il y a le nucléaire, c'est super. L'hydrogène, c'est ce qu'il faut partout. Moi, je défendre le gaz, etc. Et puis, il y a les anticléricaux. Et les anticléricaux aussi, c'est à mon avis un sujet. Il faut réconcilier tout ce monde-là. Il y a l'acceptabilité. Quel que soit le mode de système que l'on va choisir énergétique, qu'il soit hydrogène, hein, je ne me fais aucune illusion. L'hydrogène, qui voudra un électrolyseur à côté de chez lui? Je ne suis pas sûr qu'on le trouve si facilement. On voit bien que l'éolien est impossible en ce moment à produire. On a encore à continuer à convaincre et à apporter la pédagogie pour la méthanisation en ferme. On a bien vu quelques articles qui sont sortis là-dessus. Je pense que là aussi, il y a un sujet qui, dans nos choix que l'on va faire sur les usages, vont impliquer obligatoirement une acceptabilité de l'énergie, de la façon de produire l'énergie que l'on souhaite. Alors, pareil, bon, effectivement, cette accessibilité, là, donc, les dogmes, les anticléricaux. Alors, les constructeurs, ils se positionnent où par rapport à cette grille les constructeurs, enfin, vu de moi, mais je crois que vous en parlerez beaucoup mieux que moi, mais les constructeurs, eux, on a bien vu leur réaction sur, par exemple, le choix très fort des véhicules électriques. Enfin, moi, j'ai souvenir, alors, ce n'est pas le PDG de Renault, c'est celui de Peugeot à l'époque, j'espère que je ne me trompe pas, assez dubitatif sur ce choix de l'électricité. On voit bien que lorsqu'on discute avec des constructeurs, la filière hydrogène se pose beaucoup de questions sur quels seront les usages réels de l'hydrogène à terme. Donc, ils ont besoin de règlements, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de savoir comment ils peuvent avancer et ils s'adapteront à ce qui leur est imposé. Ce qu'ils aimeraient bien, je pense, mais là, je parle en leur nom, hein, c'est d'être écoutés parce que parfois, ils ne disent pas que des choses inentendables. Monsieur Kamal, alors, Monsieur Gibelin parlait rétrofit. Donc, l'actualité, enfin, on parle beaucoup en ce moment de Flin, hein, donc là, une reconversion. Enfin, je ne sais pas si le mot de reconversion est adapté, mais donc je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et comment Renault se positionne sur l'électrique, on a compris, l'hydrogène et le gaz aussi. Ok, bon, peut-être commençons par l'hydrogène. Donc, Renault se positionne sur l'hydrogène aussi, en particulier avec son master, en fait, son fourgon, ses produits commerciaux, en fait. Donc, on a commencé à faire quelque chose là-dessus. On travaille sur ce projet avec des nouvelles technologies. Donc qui sont développés et en particulier avec la start-up, en fait, avec la société qu'on a créée avec Plug Power, en fait, qui s'appelle IVIA et qui nous permet de développer ce master à hydrogène. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé très récemment et donc qui nous permet d'avancer dans ce domaine. Dans l'électrique, vous savez qu'on est pionnier depuis un certain temps. On a vendu plus de 400 000 voitures déjà avec la fameuse Zoé depuis quelques années. On a investi sur l'électrique beaucoup, comme vous disiez, plus de 5 milliards d'investissements et 10 milliards à venir dans les 5-6 prochaines années. Donc vous voyez un investissement majeur sur la partie électrique avec la technologie e-tech qui touche la partie hybride rechargeable et le full EV, le full électrique. Donc ces trois approches en fait nous permettent de faire une transition progressive en fait du moteur thermique à quelque chose qui nous amène au full électrique.
bien évidemment avec les freins dont j'évoquais tout à l'heure. Donc on lance beaucoup de choses aussi sur la technologie, en particulier sur l'électrique. Donc vous savez qu'on a une usine à Douai avec Envision, donc c'est une entreprise chinoise. On a aussi notre partenariat Vercor à Grenoble, avec une start-up à Grenoble. On a aussi, je prends mes notes aussi, dans la région Occitanie, un travail important dans le Lot avec la société Wylot, en fait, sur tout ce qui concerne les moteurs axiaux, à flux axiaux. Voilà, donc on travaille aussi avec les fabricants de semi-conducteurs comme ST Microelectronics, etc., etc. Donc un investissement fort sur l'électrique. Donc ça va nous amener, si vous voulez, à se poser la question maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est est-ce que cet investissement massif en électrique va porter ses fruits? Est-ce que les clients seront là? Et donc, il faut vraiment qu'on enlève tous ces freins dont on parlait ensemble, sinon ça va être très compliqué pour nous, hein, parce qu'on fait un gros pari. On suit les directives en fait, qui nous sont données, hein, en fait, d'arrêter en 2035 tous les moteurs thermiques. Et pour nous, c'est relativement prématuré, parce qu'il y a des conséquences possibles, des conséquences aussi sur l'emploi, des conséquences sur la reconversion en fait, de toutes ces activités, de toutes ces personnes qui travaillaient sur du thermique. Et tout ça, c'est un souci en fait, pour le groupe Renault qu'on prend très très au sérieux. Et l'activité rétrofit? L'activité rétrofit, oui. Alors avec la Refactory, donc à Flins, on a parlé, donc on fait plein de choses à Flins. Donc ici sur la Refactory, je prends mes notes parce que je ne suis pas un expert, mais je vais vous donner un petit peu quelques points là-dessus. Alors, il y a la partie rétrofit, donc c'est un pôle qui regroupe les activités de rétrofit et de reconditionnement des véhicules d'occasion. Donc ça, c'est ce qui est en place aujourd'hui sur Flins. Donc on a un projet d'offre rétrofit pour convertir les véhicules utilitaires à l'électrique. Donc ça aussi, c'est un moyen d'amener en fait le niveau d'acquisition, le coût d'acquisition qui sera beaucoup plus faible d'ici 2023. On a la partie réénergie pour donner une deuxième vie à nos batteries, toutes ces nouvelles énergies. Tout ça se met en place d'ici 2022 avec environ 2000 réparations de batteries qui seront effectuées et plus de 20 000 à l'horizon 2030. Ensuite, on a le pôle Recycle, qui est une activité de recyclage, le réemploi des pièces en fait, et de la matière. Et une autre activité qui s'appelle Restart, en fait, qui est un pôle qui englobe tout le centre d'innovation et de formation, justement, pour former les compétences pour demain. Voilà. Donc ça, c'est l'activité. En ce qui concerne la région, je pense qu'il y a une activité ici sur la partie poids lourd aussi, où on fait de la refactory dans la région Occitanie. D'accord. Très bien. Merci pour ces éclaircissements. Donc, oui, Monsieur Gibelin, donc là, vous avez des industriels, ils sont taquets. Donc impliqués très, très, très fortement. Hein, donc ça correspond, je pense, ces réponses vont dans le sens de ce que vous attendiez, j'imagine. Oui, c'est évidemment ce que nous attendons, mais c'est parce qu'il nous semble que c'est ce qui est attendu par les usagers. Hein. Ce n'est pas pour juste bien vouloir nous répondre, c'est parce que c'est aujourd'hui une attente forte et je crois que nous avons besoin de passer ces étapes parce que cette démarche d'acceptabilité par la population, cette capacité demain à ce que ce soit utilisé, c'est quelque chose de vital dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je crois qu'il faut faire le lien avec ce qui est annoncé, évidemment, pour les ZFE des métropoles, mais en réalité, ça dépasse largement la question uniquement des métropoles, parce qu'il y a un besoin de cette transition qui va très au-delà de la question des métropoles, qui est déjà, comme ça a été indiqué dans la table ronde précédente, qui impacte aussi ceux qui ne sont pas directement dans la métropole, mais qui viennent dans la métropole. Et puis au-delà, nous avons ce besoin qui est vrai sur l'ensemble du territoire. Donc que les industriels, que les entreprises soient dans cette bataille-là et dans cette dynamique-là, c'est évidemment une bonne chose, mais c'est indispensable. Merci. Ben, je me retourne vers vous pour les dernières questions. Merci. On en a plus d'une dizaine, donc je n'aurai pas le temps de toutes les poser. Très rapidement, la plus populaire, j'espère que le panel pourra y répondre.
Planning législatif autour de la tarification de l'hydrogène. Il faut réglementer pour obtenir un hydrogène à moins de 5 € le kilo dès 2025. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Je n'étais pas certain, je voulais quand même la partager parce que c'est la plus populaire. Donc je vais enchaîner. Ah non, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut se positionner. Non, moi, je n'ai pas la réponse précise. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait officiellement un planning aujourd'hui législatif. Je pense qu'il existe encore moins un planning législatif à 5 mois des élections, si je peux me permettre. Donc je crois que c'est plus un enjeu du Parlement qui sera issu de ces élections. Ce qui est, l'idée de réglementer pour obtenir un hydrogène à moins de 5 € le kilo, il est évident qu'il y a une nécessité d'avoir une démarche pour que le prix de l'hydrogène devienne accessible. Est-ce que c'est une réglementation? Est-ce que c'est un partage des interventions? Est-ce que c'est une modification des conditions de production? Tout ça est à regarder, mais s'il y a une réaction à cette question, c'est que je pense que même si ça peut être soi-disant aller de soi, je crois qu'il faut systématiquement adosser vert à hydrogène et pas en rester à simplement hydrogène. Je sais qu'aujourd'hui, il ne faut pas utiliser le terme de vert, mais pour ce qui me concerne, je préfère quand même continuer à l'utiliser pour que nous ne soyons pas avec un mot valise derrière lequel il pourrait y avoir plein d'autres choses et pas simplement ce que l'on attend. Très bien. Une réaction en plus ? Oui, non, simplement, de toute façon, c'est vrai que dans toutes ces nouvelles technologies, il y a le lancement à faire, le lancement industriel. Il y a besoin d'aide. Je sais qu'actuellement, la DGEC travaille pour aider un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours. GRDF participe sur la région à 2 expérimentations, une qui est une méthanation à Perpignan et l'autre qui est une pyrogasification sur Limoges. Donc la prise en charge du surcoût finalement de l'énergie qui va sortir est un sujet, mais il faut procéder pas à pas et on sent bien en tout cas une volonté de développer un système industriel qui à terme offre une énergie à un prix accessible. Je ne me prononce pas sur le niveau du prix accessible. Merci. J'avais une question, je pense, étant donné qu'on a Renault et GRDF sur le panel, qui peut vous intéresser. La deuxième, la plus populaire, comment les entreprises d'énergie collaborent-elles avec les constructeurs? Vont-ils jusqu'à de la communication croisée auprès du grand public? Je peux parler non. Alors d'abord, nous avons des contacts avec les constructeurs pour voir ensemble quelles sont les sources de coopération sur un certain nombre de sujets. Je pense en particulier des sujets réglementaires. Il y a certainement des intérêts. Je voyais tout à l'heure une question qui posait la question sur les moteurs thermiques. Quid des moteurs thermiques à horizon 2030-2035? C'est un sujet. Est-ce que dessus, les constructeurs sont prêts aussi à montrer que parler de moteurs thermiques comme ça, juste une petite anecdote quand même, enfin une petite aparté, il y a quand même une étude qui a montré qu'un véhicule au bio-GNV a un cycle de vie au moins aussi bon qu'un véhicule électrique. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut à un moment donné prendre en compte et qu'il faut porter auprès de ceux qui veulent faire la réglementation. Et avec ça, on a quelques contacts. Je sais qu'on a des contacts avec Renault sur les véhicules utilitaires en particulier et la vision des véhicules utilitaires. Et après, nous, ce qu'on essaye, c'est quand les concessionnaires, je pense à des concessionnaires de poids lourds, mènent des actions, à les accompagner sur ces actions-là. Oui, tout à fait d'accord. Je pense que sur la communication croisée, on ne fait pas encore ça, mais je pense qu'il faudrait le faire. Renault est à l'initiative de ce qu'on appelle la Software République, en fait, qui est un concept où de grands industriels français se rencontrent pour essayer de trouver des solutions end-to-end. Donc dans cette... on retrouve Thales, on retrouve Dassault, on retrouve Orange, on retrouve plein d'acteurs de la microélectronique aussi. Et on essaie de travailler ensemble ou de travailler au moins mutuellement à 2 ou à 3 pour essayer d'amener des solutions, encore une fois, end-to-end sur le marché. Donc on essaie de provoquer ces discussions et éventuellement de communiquer croisé. Ça serait l'objectif ultime. Merci. Pour ma part, c'est la fin. Je vous remercie de votre participation, en particulier à l'audience qui nous a suivis en distanciel, qui a posé beaucoup de questions, qui a beaucoup réagi. Je vous propose de poursuivre la conversation, en tout cas pour ma part, sur Twitter. Je suis Ben Costantini. N'hésitez pas à me retrouver. Pascal, c'est à vous. Merci. On est
quasiment dans les temps, même on est totalement dans les temps. Cette table ronde se termine. Je vous remercie beaucoup pour vos explications. Donc c'était très clair. Je crois qu'on a vraiment progressé dans la connaissance parce qu'il y a une dimension technique quand même pour cette table ronde, mais aussi pour les précédentes. Donc je voudrais remercier aussi tous les conférenciers qui se sont exprimés à l'occasion de ces 4 tables rondes. Je remercie le public présent, les internautes qui sont connectés, qui ont suivi avec beaucoup d'attention en visio donc ces différentes tables rondes, les partenaires sans lesquels cette initiative n'aurait pas pu se tenir, alors les partenaires majeurs, Toulouse Métropole, Tisséo Collectivité, les sponsors Continental, Europcar Mobility Group, GRDF et Renault Mobilize, les partenaires médias et les ambassadeurs. Donc les réflexions se continuent, Ben vient d'en parler, notamment sous l'égide du think tank by M2S, qui continue, et vous êtes invités à vous connecter sur LinkedIn pour continuer les discussions, les débats, les réflexions telles qu'on les a déjà initiées aujourd'hui. Enfin, quelques informations pratiques. Vous êtes conviés à un déjeuner. N'oubliez pas vos manteaux, ils sont là-bas, parce que voilà, faut les prendre en descendant. Et après le déjeuner, vous êtes également invité à participer au B2B by M2S, une filiale d'M2S aussi, mais qui se trouve dans le pavillon d'à côté. C'est tout de suite, c'est très près d'ici. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai été très heureux d'animer ces 4 conférences, donc avec donc beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme dans les réponses. Écoutez, donc je vous souhaite maintenant un bon appétit et poursuivre les discussions autour de la table. Merci.